Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Recherche sur l'écrit en République démocratique du Congo. La pensée africaine à travers les publications philosophiques des facultés catholiques de Kinshasa. Séraphin Bachagaluke Cherubala. Depuis une dizaine d'années, un intérêt de grande ampleur pour la bibliologie s'est fait sentir sur le continent et a engendré un important courant en rez-de-chaussée. Cependant, on ne peut aujourd'hui entendre une œuvre bibliologique sans au préalable s'interroger sérieusement sur ce que la bibliologie veut dire. Le terme bibliologie est ancien. La bibliologie date de la fin du XVIIIe siècle. Elle s'est renouvelée essentiellement dans l'entre-deux-guerres. Son essor international se confirme à partir des années 1980 à 1990 avec l'apport de l'AIB. En effet, l'évolution de la définition, l'objet et la situation actuelle de la bibliologie sont étroitement liés à ce contexte historique. Robert Estival relève 3 périodes de l'histoire de la bibliologie. La bibliologie dans sa conception bibliographique et encyclopédique avec Gabriel Peignot, au début du XXe siècle. La bibliologie, tout en demeurant encyclopédique, tentant de devenir scientifique avec Paul Hotelet et les auteurs russes dans le premier tiers du XXe siècle. Avec Paul Hotelet, la conception de la bibliologie et de sa méthodologie a beaucoup évolué. Tout en restant bibliographique, descriptive et historique, vient s'ajouter l'idée d'expérimentation et de recherche causale, c'est-à-dire une science et une technique générale du document. La bibliologie séparée de ces données historiques pour tenter de devenir scientifique, depuis le deuxième conflit mondial. C'est pourquoi, depuis quelques années, on observe un renouvellement de la bibliologie qui, de science du livre, est devenue la science de l'écrit. Si le XIXe siècle est principalement marqué par la naissance et le développement d'une bibliologie descriptive, le XXe siècle, quant à lui, est parcouru par une volonté de créer une bibliologie scientifique. Aujourd'hui, comme science de l'écrit, la bibliologie est à la croisée de ce qui fait la convergence de 3 technologies, l'imprimé classique, l'informatique et la télématique, qui grâce à la technique du numérique, l'image, le son et le texte cohabitent donc pour constituer le multimédia. La bibliologie, dans sa traversée historique, s'est construite aussi à travers 3 âges, à savoir l'âge de la constitution et de la production des écrits, collecte, l'âge de la bibliographie, description, et l'âge de la bibliologie, explication. Avec un objet précis écrit et une méthode éprouvée, la bibliométrie, elle s'est inscrite au rang de science. Demandons-nous à présent qu'en est-il exactement de l'objet, dans la perspective de la pensée africaine ? Quel est le paradigme épistémologique qui fait sa scientificité ? À quelles conditions peut-elle susciter le renforcement de la conscience historique de la culture africaine ? Que doit être son rôle dans un monde devenu un tout global pour l'Africain, qui veut sceller son identité véhiculée à travers sa pensée communiquée et codifiée dans des documents publiés par la faculté de philosophie des facultés catholiques de Kinshasa de 1977 jusqu'à 2000 ? Abordée en 3 points majeurs, notre réflexion apporte les réponses à ces interrogations. Ces points sont la bibliologie, science de l'écrit et de la communication de l'écrit, la bibliologie comprise dans la perspective de la pensée africaine et l'apport de la faculté de philosophie des facultés catholiques de Kinshasa, 1977-2000. Bibliologie, science de l'écrit et de la communication écrite. Jadis science du livre, devenue aujourd'hui science de l'écrit, la bibliologie est l'une des sciences de la communication et de l'information. Aujourd'hui, nous constatons que la bibliologie, qui a été toujours définie dans le cadre d'autres disciplines telles la bibliothéconomie ou la documentologie, prend de plus en plus une place autonome dans le cadre des sciences de l'information et de la communication en tant que science de l'écrit couvrant à la fois la partie de la documentologie et de la communicologie représentant l'information ou la communication écrite sous sa forme durable, document ou fugitive, écrit informatisé sur écran. Définition de la bibliologie. La bibliologie est l'une des sciences où la problématique de définition constitue aujourd'hui un axe de débat et de recherche très important. La recherche actuelle nous offre plusieurs voies de définition que nous allons essayer de comparer.
L'une des tentatives les plus importantes de définition de la bibliologie en tant que science du livre est une enquête statistique lexicale. Elle a permis la création de 2 définitions collectives. La première, minimale, repose sur l'idée que le livre est la transcription de la pensée par une technique d'écriture sur un support quelconque. La seconde donne au livre un contenu plus large et sociologique. À ces 2 définitions collectives s'en ajoutent d'autres provenant de chercheurs travaillant soit sur la bibliologie générale, soit sur la bibliologie spécialisée. 3 définitions paraissent représenter des tendances de la recherche actuelle. Elles sont données successivement par Robert Estival, Jacques Breton et Jean Meria. Pour Robert Estival, la bibliologie définie jusqu'à une période récente comme science du livre est devenue la science de l'écrit. Jacques Breton définit la bibliologie comme étant l'étude systématique des conditions de production, de diffusion et d'utilisation des écrits imprimés sous toutes leurs formes incluant la recherche des facteurs d'explication des phénomènes, tant sur les plans économiques et techniques que sur les plans politiques, sociaux et culturels pour en dégager des perspectives d'évaluation tant quantitatives que qualitatives. Jean Meria affirme que la bibliologie est la science de l'écrit. Il ajoute que la bibliologie étudie les conditions de production et de distribution du livre, c'est-à-dire de l'écrit sous toutes ses formes. De ces 3 définitions, tirons 3 leçons majeures. La définition de Robert Estival paraît correspondre à une conception large intégrant une situation passée, présente et future, et faisant le passage d'une manière catégorique de la bibliologie en tant que science du livre à la bibliologie en tant que science de l'écrit. Cette définition du mot écrit nous renvoie à la notion d'écriture définie par Robert Escarpit en tant que rencontre de 2 langages, un langage phonique et un langage de trace 18. La conception de Robert Estival permet de corriger la définition minimale en remplaçant la notion du livre, en tant que support quelconque par celle des apostrophes écrits. La définition de Jacques Breton se place à un niveau plus spécialisé de la bibliologie qui est celui du processus de production, de diffusion et de l'utilisation, spécialité de l'édition et des bibliothèques. Ici, la bibliologie est limitée aux écrits imprimés. Cette conception élimine l'écriture manuscrite sous toutes ses formes d'une part, et ne prend pas en considération l'écrit informatisé sur écran d'autre part. La définition de Jean Meria rejoint celle de Robert Estival, considérant la bibliologie comme science de l'écrit. Mais paradoxalement la notion du livre réapparaît, comme dans la définition minimale, et le livre et l'écrit se confondent alors que le livre pour nous n'est qu'une forme de l'écrit. La confusion apparente qui ramène le livre à l'écrit provient d'un héritage historique qui a toujours lié la civilisation de l'écrit au support du livre. Contrairement à cela, définir la bibliologie comme science de l'écrit imprimé, comme le fait Jacques Breton, vient d'une volonté de rupture avec l'écrit manuscrit. Cela nous conduit à penser l'écrit en fonction du présent et d'une manière partielle puisque l'écrit informatisé ne trouve sa place qu'après son impression. Bibliologie comme science. L'histoire de la bibliologie comme science recouvre les 19e et 20e siècles. Mais le terme bibliologie fut trouvé sur une reliure antérieure à la fin du XVIIe siècle. Il est utilisé pour la première fois par l'abbé Rive à partir de 1781. À la suite de Gabriel Peignot, Paul Hotelet devient l'une des figures phares de la bibliologie et est la première personne à s'interroger sur l'histoire de la bibliologie. Grâce à ces découvertes, l'évolution de la bibliologie se rapporte en 2 phases, celle de la description, 19e siècle, et celle de la science, 20e siècle. Mais avant de décrire, il faut d'abord rassembler les matériaux. La phase de description, 19e siècle. La phase de la description, au-delà des préoccupations bibliothéconomiques, bibliophiliques et bibliologiques, amène les hommes du livre de la période révolutionnaire à s'interroger sur plusieurs questions essentielles. Ceux-ci cherchent à comprendre ce qu'est un livre et de quoi est-il composé. À quoi sert-il et comment est-il produit et distribué? Ces questions ont servi à la constitution du premier schéma linéaire de l'étude de l'écrit. Celui-ci forme la boucle allant de l'auteur au lecteur en passant par les intermédiaires qui sont l'éditeur, l'imprimeur, le libraire et le bibliothécaire. La théorie de la bibliologie descriptive a beaucoup marqué les travaux de Gabriel Peignot, vivant sous la Révolution et l'Empire. Avec ce savant, ce fut l'apparition et la défense de la bibliologie dans une conception à la fois théorique,
historique et encyclopédique. La phase scientifique, XXe siècle. La phase scientifique de la bibliologie consacre Paul Hotelet comme l'un des premiers théoriciens de la bibliologie scientifique. Toute son œuvre est concentrée sur le livre, la documentation et l'information. Grâce à ses recherches, la bibliologie, d'une science descriptive, encyclopédique et historique, devient une science d'observation, une science générale. La conception de la bibliologie a commencé à évoluer avec Paul Hotelet, malgré qu'elle reste encore bibliographique et historique. Robert Estival souligne l'importance de l'apport de Paul Hotelet à la construction de la bibliologie comme science. De son témoignage, nous retenons 6 idées phares. L'œuvre de Paul Hotelet se résume essentiellement dans le fait qu'il renouvela la bibliologie dans l'entre-deux-guerres. Par là, il a été le grand bibliologue international de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Son action fut entièrement orientée vers la coopération internationale. Elle porte principalement sur la bibliographie, s'élargissant à la documentographie. Mais il ne s'est pas contenté de l'aspect graphie, de l'étude de l'écrit. Parallèlement, il a ouvert la voie à la bibliologie devant fournir une explication des faits de l'écrit et du document écrit. Les deux aspects, graphie et logis s'ils sont distincts, sont réunis dans le concept de système de l'écrit. Son traité de documentation, le livre sur le livre, théorie et pratique, publié en 1934, fait le point de la bibliologie à la veille du deuxième conflit mondial. Dès le début de son action, il utilise une méthode statistique appliquée à l'écrit qu'il appela plus tard bibliométrie, statistique du livre et de l'écrit, qui est aujourd'hui une des voies à partir de l'histoire qui a abouti à la constitution des sciences de l'information et de la communication et qui a facilité le passage de l'histoire statistique bibliographique à la bibliologie, science de la communication écrite. La bibliométrie a pour but, en se fondant notamment sur les indices bibliographiques, de saisir la mentalité collective imprimée au travers de la production des écrits. Utilisée dans une perspective historique, elle permet de dégager l'évolution cyclique de la créativité intellectuelle. Aujourd'hui, la bibliométrie reste une des méthodologies qui ouvre la voie d'une histoire globale de la société grâce au procédé du dépôt légal. Dans la volonté manifeste de créer une institution internationale, en 1888, à Berne, est créé le Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La revue Le Droit d'auteur, qui en est l'émanation, présente à partir de cette même date, sous la plume de Rutlisberger, la statistique internationale des imprimés qui, après 1953, sera publiée par l'UNESCO, notamment dans l'annuaire statistique. 4 ans plus tard, en 1892, à 24 ans, Paul Hotelet crée avec son compagnon de toujours, Henri Lafontaine, l'Office international de bibliographie. 3 ans après, à la suite du Congrès international de bibliologie, l'Office est transformé en Institut international de bibliographie IIB et vivra 36 ans. Paul Hotelet le transforme en 1931 en Institut international de la documentation IID. Celui-ci échappe, en 1937, avec la création de la Fédération internationale de documentation, FID, qui se détache de Bruxelles et transporte son siège à La Haye en 1938. Le premier objectif, comme le veut la théorie de la bibliographie, est de faire un inventaire de la production intellectuelle. L'idée d'un inventaire général des imprimés depuis Gutenberg fut reprise par Paul Hotelet, qui créa un répertoire universel. 2 millions de fiches furent rédigées en 5 ans, de 1895 à 1900. Mais l'entreprise était au-delà de ses possibilités, surtout à partir des années 1900, à mesure que la production mondiale s'élargissait. Critiqué durant l'entre-deux-guerres, le répertoire universel fut abandonné laissant la place à une classification. Paul Hotelet reprend alors la classification décimale créée par Dewey en 1876 et en fait la CDU, la classification décimale universelle dont il publia la première édition en 1905. Il fallait encore organiser un réseau de collecte et d'information. L'idée de Paul Hotelet de créer un réseau mondial de documentation fut acceptée. On note à la suite de ce projet, de l'entre-deux-guerres jusqu'à aujourd'hui, des réunions tous les ans ou tous les 2 ans des congrès internationaux de bibliographie. Lorsque Paul Hotelet meurt en 1944,
la communauté internationale des bibliographes et documentalistes lui rend un hommage émouvant. On dit de lui que c'est un génie trop souvent incompris, un prophète sans cesse rebuté, un esprit d'avant-garde en avance sur son siècle. Nous sommes aujourd'hui les continuateurs de son œuvre, et nous avons à la reprendre là où il l'avait laissée, à un niveau international. La pensée originelle de Paul Otlet se trouve résumée dans l'unicité du monde. Elle se résume en ceci que si impérieuse qu'elle soit ou paraisse, aucune raison ne doit venir mettre en cause l'unicité nécessaire et la nécessaire solidarité universelle. Il doit y exister un respect et une tolérance mutuelle des peuples, des cultures. La science ne doit pas souffrir des frontières. Pour nous, bibliologues de Congo-Kinshasa, et pour tout autre bibliologue, la date du 10 décembre 1944 doit rester gravée dans nos esprits. Cette date inaugure le jour où Paul Otlet rendit l'âme en nous laissant un grand souvenir. L'héritage qui fonde notre devenir au sein de la communauté internationale des bibliologues réunis dans l'AIB. Nous avons besoin maintenant non plus seulement de la bibliographie descriptive du livre, mais de la bibliologie, c'est-à-dire une science et une technique générale du document. Alors que Paul Otlet avait déjà défini 2 divisions essentielles de la bibliologie, la connaissance et l'art du livre, et qu'il avait subdivisé la première en 3, la science, la technique et l'organisation, Robert Estival, quant à lui, nous éclaire en disant que cette extension du terme de bibliologie à l'ensemble du savoir sur le livre sans précision est dangereuse 45 et que c'est surtout en fonction de la technique des apostrophes, écriture et par rapport aux autres techniques et arts du livre, que la bibliologie doit être située. La difficulté réelle pour le penseur africain serait d'établir un programme unifié de recherche dans un court délai, à cause d'éléments assez complexes. L'état récent ou embryonnaire de la recherche en bibliologie, dans notre pays, la divergence de la formation des chercheurs travaillant dans ce domaine. L'héritage socioculturel de la civilisation de l'écrit, en tant que civilisation du livre. Les changements créés par l'apparition des nouvelles technologies, notamment l'informatique et l'écrit informatisé. La difficulté de situer la bibliologie en tant que science autonome, et de définir les rapports qu'elle a avec les autres disciplines. Bibliologie comprise dans la perspective de la pensée africaine. Ici, l'objet n'est pas la recherche d'une considération quantitative de la production de l'écrit, mais celle qualitative qui laisse transparaître la pensée africaine comme saisie et fondement de la bibliologie. Alioune Diop, dans son allocution d'ouverture au colloque sur civilisation noire et Église catholique, stigmatisait que la colonisation culturelle et religieuse est la plus durable en effet, et la plus invisible. D'où il importe de réfléchir sur le dynamisme organique de la civilisation noire, car il s'agit d'une globalité organique, et non d'un membre isolé d'un corps qu'attaque la colonisation. Dans la suite de cette idée, le pape Jean-Paul II nous rappelait que si nous voulons comprendre la situation en Afrique, son passé et son avenir, nous devons partir de la vérité de la personne africaine, la vérité de chaque Africain dans son milieu concret et historique. Si cette vérité n'est pas saisie, il ne saurait alors exister ni entente entre peuples africains eux-mêmes, ni relation juste et fraternelle entre l'Afrique et le reste du monde, car la vérité au sujet de l'homme est une condition préalable de toute réalisation humaine. Les constats sont les suivants. Le registre africain à la table de globalisation de l'information et de l'écrit est négatif. Il reprend uniquement les guerres, le chômage, le viol, le pillage, la carence en bibliothèques et maisons de l'écrit bien structurées. L'élite intellectuelle africaine est moins entreprenante, et la très grande majorité de la population est encore illettrée et analphabète. Cette même élite formée presque uniquement dans la langue des Blancs s'assimile aux Blancs. Conscient de ces expériences qui freinent le décollage de l'Afrique et de l'Africain, on a enregistré et soutenu, ça et là, des efforts d'éveil des sentiments légitimes. PEA. Elungu écrit que il n'y a pas de sujet plus sollicité que l'Africain écartelé entre la tradition et la modernité. Nous, Africains, sommes aujourd'hui plus qu'autrefois à la croisée des chemins. Le choix de la nouvelle voie s'impose, qu'elle s'appelle tradition et modernité ou même les deux à la fois. 34. Le fait d'utiliser comme langue d'écriture le français, l'espagnol, l'anglais ou le portugais démontre que l'Africain ne s'ouvre qu'à un public limité,
la mince couche alphabétisée de la population, à tel point que ce serait à peine un paradoxe de prétendre que la communication dans ces livres s'adresse autant à la métropole et particulièrement à l'opinion libérale de celle-ci qu'à ses propres compatriotes. Considérant l'importance de ce point, cela conduirait chaque État africain à l'obligation de se charger d'orienter une politique éditoriale nationale conséquente, qui subventionnerait des recherches sur la culture, les langues et accompagnerait toute initiative visant à renforcer la cohésion nationale et l'intégrité territoriale. Cheikh Anta Diop soutient fortement cette vision. Il dit que la révolution africaine passe par la restauration de la conscience historique des peuples africains et par la rénovation des langues nationales. Il est plus qu'indispensable de créer une équipe de chercheurs africains, où toutes les disciplines seront représentées. C'est de la sorte qu'on mettra le plus efficacement possible la pensée scientifique au service de l'Afrique. Oralité et écriture comme confirmation de l'identité africaine. Le système de communication de l'écrit en Afrique présente deux conséquences aussi importantes l'une que l'autre. Tout d'abord, il y a le renforcement du lien entre l'oralité et l'écriture. Ensuite vient l'émergence et l'intégration d'une nouvelle problématique des NTIC qui sont une chance de confirmer son identité propre dans un monde toujours plus ouvert, et donc plus incertain. Monde ouvert et incertain, il porte le risque de faire disparaître certaines valeurs traditionnelles fondamentales à titre de simple folklore. C'est du moins ce qui ressort des différents articles des 2 colloques organisés par la faculté de philosophie des facultés catholiques de Kinshasa. Dans le contexte de la globalisation et de la mondialisation cadrée sous l'angle de la communication, la pensée africaine est au rendez-vous. Celle-ci est comprise comme sagesse et conception du monde coulée dans les textes oraux et écrits, intelligence des événements et circonstances enseignés ou transmis par les anciens, courant d'idéologie véhiculant un certain réveil qui pousse l'élan de la recherche vers un décollage conceptuel pour une culture propre, une civilisation sans emprunt. L'Afrique ressort les trésors inédits des valeurs dont le monde aujourd'hui ne tient pas compte. Les phénomènes de la mondialisation et de la globalisation ne doivent pas noyer notre identité. À quelles conditions donc devrions-nous organiser au niveau mondial une cohabitation des cultures s'interroge Dominique Volton. La réponse à cette question n'est pas difficile. En effet, notre auteur lui-même y répond en disant que, pour affronter ce monde toujours plus ouvert et donc plus incertain, il faut au contraire être confiant dans son identité, prêt à se confronter à d'autres valeurs. Bref, avoir des racines. La recherche de la liberté individuelle l'a toujours emporté. Sois toi-même, libère-toi des contraintes culturelles collectives et trouve ta propre identité. Bien sûr, la mondialisation de la communication a en réalité 2 conséquences, aussi importantes l'une que l'autre. Le renforcement du lien entre la culture et la communication, mais aussi l'émergence d'une nouvelle problématique de l'identité culturelle collective 57. Si l'on considère que l'Afrique est dominée essentiellement par la culture orale, il devient difficile de comprendre la pensée africaine en se basant seulement sur l'étude qualitative des auteurs et des textes, des éditeurs et des distributeurs, des bibliothèques et des lecteurs, selon le principe de la chaîne de l'écrit. La pensée africaine comme modèle bibliologique. Envisager la bibliologie construite à partir des postulats issus de la culture orale reviendrait à penser les apports de la sociologie politique, qui montrent que toute production de l'écrit dépend des besoins des classes sociales, des orientations des pouvoirs politiques, leurs pressions et leurs ajustements qui influent sur le système de production et de communication écrite. Dès lors, si chaque communauté reconnue scribalisée, écrit pour répondre à ces problèmes spécifiques tributaires des conditions politiques, sociales et économiques qu'elle traverse, la pensée africaine comme philosophie des actions-réponses aux mêmes problèmes devient un modèle bibliologique. L'idée revient que les auteurs, les textes, les éditeurs, les distributeurs, les bibliothèques, les lecteurs africains et africanistes, ceux d'hier et d'aujourd'hui en effet, s'attachent consciemment à une réflexion intégrant les 2 systèmes, traditionnels, oralité et moderne, scribalité. Il est impossible d'entrer dans la culture d'autrui d'une manière innocente. Le bibliologue de l'école de Kinshasa devra recourir à son identité comme le conseille Claude Lévi-Strauss lorsqu'il affirme « Il n'y a pas, il ne peut y avoir une civilisation mondiale au sens absolu que l'on donne souvent à ce terme,
puisque la civilisation implique la coexistence de cultures offrant entre elles le maximum de diversité et consiste même en cette coexistence. La civilisation mondiale ne saurait être autre chose que la coalisation, à l'échelle mondiale, de cultures préservant chacune son originalité. La pensée africaine, comme système, exige donc pour sa compréhension une théorie bibliologique. Et la théorie qui rend mieux les contours de ce vaste champ de connaissances est la théorie sociopolitique, une des branches du modèle marxiste. Dans l'ordre de classement jusque-là connu, deux grandes catégories de modèles sont utiles. Les modèles libéraux qui restreignent ce rôle et le modèle du tiers-monde ou modèle de la décolonisation qui maintiennent un certain équilibre entre les deux sources d'activité. La pensée africaine, sous l'énonciation de l'hypothèse marxiste. Plusieurs écrits, syllabus, mémoires et thèses ont été présentés par des auteurs de talent dont les efforts sont toujours fécondés par les sources et les racines africaines. Cependant, cette originalité ne touche pas profondément l'Afrique dans le sens d'influencer effectivement les changements notables de la conception de la vision communicationnelle à l'aube de la mondialisation du millénaire. L'hypothèse marxiste explique le besoin comme un dépassement de la fragmentation. Elle conseille d'avoir une perspective globale qui permette de fournir à la fois une hypothèse générale et de regrouper les sciences fragmentaires. Théorie totalitaire. L'hypothèse marxiste de la bibliologie se résume en 6 points importants. Elle considère le cas d'une population vivante dans un cadre géographique donné, ayant une histoire propre et soumise à des variations démographiques. Cette population, nation, produit des biens économiques pour survivre et pour cela, se trouve scindée en couches sociales différentes ayant des intérêts convergents ou divergents. L'opposition des intérêts conduit à des luttes. Ces luttes ont pour but la possession du pouvoir. Grâce à la direction de l'État, instance organisatrice de la vie sociale selon les principes qui dirigent les intérêts, la classe dominante conduit et forme la population à son idéologie par l'enseignement et la propagande. Crée par ce fait une psychologie collective du public, qui identifie l'idéologie dominante à la notion de vérité. Chemin faisant, ce public s'ouvre à certains thèmes. La classe dominante trouve alors en son sein et dans la population, sous l'angle de l'écrit, les auteurs des textes, écrits ou oraux, nécessaires à la satisfaction du public. En même temps, elle organise encore le circuit technique et éditorial qui permet la production des ouvrages utiles. Hypothèse de la pensée africaine. Nous partons du postulat que chaque pensée, quelle qu'elle soit, africaine, européenne, américaine ou asiatique, s'inspire des réalités du temps, de l'idéologie dominante qui sous-tend l'organisation de la vie de la société. La production bibliologique d'une nation dépendrait de l'organisation de son système politique, économique, social ou culturel. À telle organisation particulière, correspondrait tel ou tel type de production bibliologique. Ce qui frappe, c'est surtout que la bibliologie ne se construit pas dans l'immédiat. Elle n'est possible à saisir que dans la durée. La pensée tire ses racines dans le passé, se déploie dans le présent et se projette dans le futur. Ainsi l'Afrique connaît-elle également ses formes d'organisation propres à travers le temps. L'écrit produit par l'homme africain, à une époque, en réponse aux questions vitales, reflétait la détermination de revendiquer son identité et son émancipation. Il est tout à fait concevable que les violences dont l'Afrique est victime aujourd'hui nécessitent une forme particulière qui réponde par un écrit. La production de cet écrit en général, inspirée de la pensée africaine en particulier, serait alimentée par les préoccupations quotidiennes des citoyens. Les facultés catholiques, comme institutions, sont le miroir de l'expression de l'imaginaire de la pensée africaine. L'apport de la faculté de philosophie des facultés catholiques de Kinshasa. 1977 à 2000. Pour rédiger le texte sur l'historique ainsi que la présentation de la faculté, nous nous inspirons du programme des cours, 2004 à 2005, des facultés catholiques de Kinshasa. Historique. Les facultés catholiques de Kinshasa sont une institution universitaire de l'Église catholique en rez-de-chaussée canoniquement érigée et approuvée par le Saint-Siège. Elles sont de droit pontifical. Ces finalités tiennent compte à la fois de la mission des facultés dans l'Église universelle et dans l'Église particulière où elles se trouvent implantées.
Les facultés catholiques de Kinshasa visent particulièrement à cultiver et promouvoir d'une part les sciences théologiques et philosophiques, et d'autre part les sciences d'économie de développement ainsi que les communications sociales. Elles forment, au plus haut niveau scientifique, les cadres aptes à travailler à l'éclosion d'une pensée chrétienne assumant valablement les valeurs socioculturelles africaines et à animer des actions pastorales, éducatives, culturelles et sociales. Concrètement, il est question de contribuer par l'enseignement à la formation d'hommes et de femmes aptes à promouvoir le développement de la société civile et de l'Église. Cette formation comprend une éducation humaniste, une préparation professionnelle et une éducation aux valeurs évangéliques. Promouvoir la recherche scientifique dans le but d'explorer et de faire connaître la vérité. Cette recherche comprend la recherche d'une synthèse, afin de déterminer le lieu et le sens de différentes disciplines et de leurs nouvelles découvertes dans le contexte d'une vision de la personne humaine et du monde qui est éclairée par l'Évangile. Une attention particulière à la recherche dans les secteurs qui touchent à la foi, à la morale, à la vie de l'Église dans le monde contemporain et aux problèmes particuliers aux individus et à la société d'aujourd'hui. Une étude des différentes cultures et civilisations, pour faciliter le dialogue entre ces cultures et l'Évangile. Rendre divers services à la société dans laquelle elles vivent, pour la promotion de sa culture et de son développement économique et social. Créer une communauté universitaire, dont tous les membres sont aidés dans leur développement spirituel et professionnel, dans leur dimension personnelle et communautaire. Exercer une fonction critique, en examinant d'un point de vue chrétien, les valeurs et les normes qui prédominent dans la société contemporaine. Promouvoir l'œcuménisme et le dialogue entre la foi chrétienne, les religions et les cultures du monde. Offrir des moyens d'éducation permanente et d'autres services éducatifs à la communauté plus large, et spécialement leurs anciens étudiants. Les facultés catholiques de Kinshasa, en conformité avec les options de la Conférence épiscopale nationale du Congo, accordent une place de choix à la recherche sur la pensée et la réalité africaine. Présentation de la faculté de philosophie des FCK. La faculté de philosophie a pour objectif essentiel de concourir à la formation de philosophes de métier et d'avoir, comme un des principaux centres d'intérêt et de réflexion, l'homme en général et le phénomène religieux et africain en particulier. Le programme de la formation philosophique tend à donner à l'étudiant la largeur et la vigueur d'esprit indispensables à une appréhension philosophique et scientifique de la société, de la pensée, de la sagesse et de la spiritualité africaine. En novembre 1971, à la suite du transfert à Lubumbashi du département de philosophie dont profitaient les étudiants en théologie, la faculté de théologie fut amenée à créer en son sein un département de philosophie, dénommé Département de philosophie et religion africaine. Le 30 décembre 1974, le bureau politique du mouvement populaire de la Révolution décida la suppression des facultés de théologie, catholique et protestante, au sein de l'Université nationale du Zaïre. Grâce à l'appui de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la faculté de théologie catholique fut transférée à Limete où elle devint une institution autonome, dont les diplômes sont reconnus par le gouvernement de la rez-de-chaussée. Conclusion. La présente étude se veut une voie ouverte aux réflexions particulières qui insistent sur la renaissance culturelle africaine, qui n'a pas été dévorée par la modernité, est considérée comme un pôle constitutif, du nouveau discours qui complète l'objet de la bibliologie jusque-là connue. L'objet de la bibliologie est non seulement la pensée matérialisée par l'écrit, mais aussi celle orale. L'objectif dans ce cas revient à sensibiliser le bibliologue africain, à proposer des recherches dans cette autre dimension de la même réalité. Il y a interrelation entre la société de l'écriture et la société de l'oralité. Lire l'avenir de l'Afrique dans ce domaine précis de manière optimiste plutôt que pessimiste revient à rejeter toute forme de fatalisme et de résignation qui condamnerait d'avance ce continent à manquer son rendez-vous du donner et du recevoir planétaire. C'est pourquoi le présent travail tient à montrer que les nouvelles technologies de l'écrit NTE constituent aujourd'hui une clé incontournable de lecture,
de compréhension et d'interprétation de l'ensemble des phénomènes émergents dans le contexte de la mondialisation en Afrique. Et à ce même titre, elle constitue une chance ou une circonstance favorable pour l'Afrique, mais à la seule condition que celle-ci réussisse à écarter des risques éventuels en réorganisant et en réorientant son système éducatif, économique, politique, social et culturel, et surtout qu'elle adapte ces nouvelles technologies de l'information et de communication à ses besoins réels, à ses attentes nobles et ses aspirations légitimes. Grâce à l'informatique, Internet, il est plus que jamais indispensable de promouvoir le développement de l'éducation, la libre circulation du livre, son accès à tous les publics. La protection des auteurs contre l'exploitation non autorisée du produit de leur travail en est le corollaire. Il faut également encourager les pays africains à développer une bonne politique nationale en ce domaine, en veillant à ce que les auteurs perçoivent une part équitable des revenus de leurs œuvres. Nos sociétés communiant davantage aux sources de l'oralité doivent maintenant s'établir autour de l'écrit pour développer des manières particulièrement propres de communication. Aujourd'hui, dans la plupart de nos sociétés, l'écrit est devenu l'un des canaux les plus usités pour sauvegarder le patrimoine culturel langagier en même temps qu'il sert de moyen d'expression de créativité nouvelle. Pour faire progresser l'éducation de base, pour lutter contre la pauvreté, pour servir de soutien aux avancées des nouvelles technologies de l'écrit dans les sociétés traditionnelles africaines du temps moderne, l'écrit est en effet un compagnon de route et de vie inestimable. Il prend petit à petit place à toutes les étapes de la vie de l'homme, que ce soit au moment de célébrer les événements heureux, naissance, mariage, ou pendant ces événements malheureux, deuil ou autres malheurs. À la place de la parole orale, l'écrit dans nos cultures africaines traditionnelles devient l'allié de tous les combats. Pour la diversité culturelle et linguistique, pour l'accès au savoir, pour la liberté, pour la paix. Le livre est un compagnon de route et de vie inestimable. Il sert de multiples manières au développement. Il est l'expression de la pensée en même temps qu'il procure une chance à l'humanisation du monde. Bref, le livre est un outil de progrès et la fin du XXe siècle ne scellera pas la mort de l'écrit. La nouvelle culture qui est en train de naître avec le développement des sciences et de la technologie doit aussi tenir compte des éléments fondamentaux de nos traditions écrites et orales, se véhiculer dans les cosmogonies, les légendes, les contes, les proverbes. Éthique de l'oral et incidence sur la pratique de la scribalité au Congo. François-Xavier Budimbani Yambou. Chaque fois que l'on évoque la question de l'écrit et de la scribalité, on ne peut manquer de faire allusion à l'oral et à l'oralité, concept auquel on oppose, de manière furtive mais récurrente depuis les premières réflexions des ethnologues et anthropologues, tout discours sur l'écriture. Il est en effet essentiel de rappeler que le concept de l'oralité, auquel les peuples scribalisés se sont toujours référés pour se déterminer et se représenter le monde, se décline en plusieurs acceptions, dont 3 apparaissent comme principales lorsque l'on se situe du point de vue de la production de sens. L'oralité est à la fois une pratique, un système symbolique et un espace socio-culturel de communication. Comme pratique de communication, l'oralité a été longtemps assimilée à la tradition orale, à la transmission orale, au travers de la bouche selon l'étymologie latine du qualificatif oris, des connaissances, pensées et idées, ou à l'effectuation réelle de la parole ou du langage articulé. En tant que système symbolique, l'oralité est à considérer comme une technique ou un mode de communication basé sur la parole proférée de façon naturelle et plus ou moins spontanée, perçue simultanément avec d'autres expressions sensorielles, de manière à favoriser l'échange de messages entre interlocuteurs physiquement et psychologiquement présents l'un à l'autre, à l'intérieur d'un environnement sociétal donné. Enfin, l'oralité a toujours signifié aussi société orale, autrement dit des espaces socioculturels dans lesquels la communication de type oral est au centre à la fois des relations humaines, de l'interaction, de l'intercompréhension et de l'organisation sociale des individus vivant dans un milieu spatio-temporel donné. Ces acceptions n'épuisent pas tout le débat et toute la richesse du concept de l'oralité, au moment où les aspects concernant la réception et l'intercompréhension ont peu intéressé les anthropologues et d'autres chercheurs dans leurs approches respectives de l'oralité. Nous retenons néanmoins ces notions arbitraires car elles ont servi de clé pour décrypter, en s'y opposant dans une relation presque symétrique, les différents aspects du concept de l'écriture,
aspect dont la compréhension permet de mieux appréhender la problématique de l'écrit dans ses rapports avec l'oralité. Pour respecter cette symétrie, nous affirmerons ici aussi que la scribalité, entendue comme culture de l'écrit, mieux que comme civilisation de l'écriture, est aussi une pratique, un système symbolique et un espace socio-culturel de communication. Cependant, nous n'opposerons pas de manière dichotomique, comme l'ont fait nombre de penseurs, la scribalité à l'oralité, les deux apparaissant aujourd'hui comme des systèmes complets, complexes et autonomes de production, transmission et réception de la pensée, des idées, du savoir et des connaissances, qui remplissent un rôle essentiel et complémentaire dans la structuration sociale et historique des sociétés. Nous considérons la scribalité comme l'état d'une société qui s'est engagée de manière irréversible, à quelque degré que ce soit, dans le processus de scribalisation où l'écrit est appelé de plus en plus à régir et à ordonner la vie de la société et à en assurer la pérennité et l'évolution. Ce concept désigne un système de société dans laquelle l'écriture et l'écrit prédominent dans les rapports sociaux, comparativement aux autres modes d'expression, de conservation et de transmission, communication, des idées et des connaissances. On peut toutefois trouver des points de comparaison symétriques entre l'oralité et la scribalité, en opposant par exemple le mode d'acquisition et de socialisation naturelle ou non formalisé dans les cultures orales à l'apprentissage et à la socialisation, scolaire ou formalisée dans les sociétés scribales, la communication en face à face dans un cas à la communication différée dans l'autre. Mais la tendance à la scribalisation de toutes les sociétés humaines prédomine à partir de la position idéologique défendue par les scribalisés, qui considèrent l'écriture et ses effets comme critères de supériorité sur les hommes et sociétés qui n'en ont pas ou en usent peu. En réalité, l'oralité et la scribalité coexistent et cohabitent selon les contextes et les situations. Elles s'équivalent même en termes de processus de représentation mentale, d'expression de la pensée, de mise en scène de la réalité par l'observation, les échanges et la mise en correspondance des objets et de leurs traces ou empreintes. À la différence mentale et psychologique que celui qui sait parler ne se moque presque jamais de celui qui apprend à parler, mais que celui qui sait lire et écrire se considère toujours comme ayant un avantage artificiel notable par rapport à celui qui ne sait ni lire ni écrire. Il y a lieu de noter que le lieu de passage de l'oralité à la scribalité s'est opéré à travers la rencontre de deux cultures, de deux civilisations, l'une orale, ignorant l'écriture ou utilisant un système de notation graphique non généralisé, et l'autre recourant à une écriture bien formée. Très souvent dans ces cas, comme l'écrivait Marshall McLuhan en citant l'historien Toynbee, c'est la société la plus simple des deux qui se désintègre au profit de la société la plus complexe. C'est pour cette raison que nous soutenons que toutes les sociétés du monde sont aujourd'hui des sociétés scribales, ou totalement scribalisées, ou en voie de scribalisation. C'est pourquoi aussi nous ne trouvons de différence qu'entre trois types de sociétés scribales. Les sociétés scribales à prédominance orale, les sociétés de scribalité à prédominance institutionnelle et les sociétés de scribalité de masse. Ces considérations préliminaires nous permettent de décrire d'abord sur quel soubassement repose la culture de l'oral et son éthique, avant d'observer leurs séquelles dans la production et la diffusion de l'écrit au Congo. Contrairement à une vision simpliste fort répandue qui réduit l'oralité au recours à la parole, il y a lieu de noter que bien que reposant sur le langage articulé comme système essentiel de formalisation et de production du sens, l'oralité inscrit la parole comme prolongement du geste dans une dynamique où le corps devient un facteur non linguistique à la fois essentiel et central, et néanmoins dérivé. L'oralité repose sur la relation intersubjective, fondée sur la perception réciproque des acteurs dans l'interlocution. Dans la situation d'entretien dialogué en face à face par exemple, on est confronté en effet tout à la fois et à la présence d'autrui, à sa voix, articulation, débit, timbre, rythme, souffle, respiration, hauteur, intonation, à son apparence physique, à ses mouvements, à l'expression de son visage, regard, sourire, à sa physionomie, à sa tenue, à sa posture et à son message verbal. Ce dernier est amplifié ou atténué, selon les cas, par les messages paralangagiers et les diverses expressions non verbales, volontaires ou non, conscientes ou non, des interlocuteurs. Chez l'homme oral, entre en jeu simultanément et presque en rivalité la manifestation de la réalité et de l'interlocuteur dans sa corporéité, sa perception du monde et sa compréhension de la parole de l'autre.
En effet, en situation de face à face, l'observation consciente et la perception inconsciente contribuent tout d'abord à régler le rythme, le souffle, l'alacrité ou la pesanteur, et ensuite jusqu'à la portée des échanges verbaux. Le corps de l'un et l'autre des interlocuteurs dans un échange oral, ainsi que leur environnement immédiat, apparaissent alors comme des facteurs non-verbaux de régulation de la relation interpersonnelle du dialogue. Dans la recherche de l'intercompréhension, les interlocuteurs en position de face à face recourent à tous les sens pour apprécier et fonder leur compréhension de la parole de l'autre. La notion de vérité, liée à celle de réalité, n'est pas ordonnée à la seule parole. Celle-ci peut immédiatement être contredite par le contexte, par le geste, par un sourire, par une moue, une mimique. Une morale du dialogue en sa partie non verbale ne peut être qu'une morale du soin du corps, de l'égard et de l'attention à l'autre et à l'environnement ambiant. Elle implique le discernement et le partage de ce à quoi il ne faut pas faire attention, et de ce pourquoi il faut avoir des attentions. En ce sens, l'éthique de l'oral repose sur le parler vrai. À défaut, la perception simultanée, je dirais réelle, qu'à autrui de nos paroles entraîne une impression peu valorisante de nous-mêmes et de notre relation à lui. L'éthique de l'oral pose en permanence le problème de la sincérité et de l'apparence, ainsi que la question de l'utilisation à des fins trompeuses et rhétoriques de la perception qu'autrui a de nous, si la séduction est promesse non tenable. En effet, dans le rapport en face à face, l'idée que l'on peut faire appel d'une parole mensongère à l'authenticité corporelle et au verdict de l'environnement contraint l'usager de la parole à une responsabilité particulière s'il s'intéresse à son image et à son miroir chez autrui. La notion de vérité dans un échange oral, dans lequel primerait le mythe, l'affabulation et la séduction, est contenue par la réciprocité obligatoire de l'échange, même inconscient. C'est pourquoi d'aucuns considèrent le parler oral comme le médium de reconnaissance sociale et de l'harmonie communicationnelle, capable de faciliter les contacts sociaux et la communication intergénérationnelle. C'est pourquoi la compréhension de l'oral résiste à la médiatisation car elle postule une représentation fidèle du message original par la reconstruction du sens lors d'une interprétation en contexte, à partir d'un certain positionnement intellectuel. L'écrit par contre est média. Il se caractérise par l'isolement du message verbal, qui devient ici exclusivement visuel, et l'instauration d'un rapport virtuel entre deux interlocuteurs absents l'un à l'autre et hors contexte. Même si l'on a pensé et écrit que l'écriture a révolutionné la communication entre les hommes et la qualité de leur message, il est à noter que l'écrit entraîne un rapport éthique singulier. Alors que le discours oral implique la présence simultanée dans le temps et le lieu, de la bouche qui parle et des oreilles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.